Bonjour! Oui, je sais, j'avais pas prévenu que je serais pas là fin août. Il se trouve que j'ai eu besoin de repos, voilà tout. Mais du coup, je me rattrape avec une double édition, août et septembre, j'espère que ça vous mettra du baume au cœur. On commence tout de suite en Italie. Au niveau IVG, ces dernières années, c'est plutôt un pays qui est vu comme un mauvais élève. En cause, la clause de conscience, c'est-à-dire que beaucoup de praticiens, de gynécologues, etc., décident de ne pas pratiquer d'IVG par conscience religieuse. Ils sont environ 70% dans l'ensemble du pays et jusqu'à 90% dans certaines régions. Mais cette fois, on peut parler d'un progrès. Il ne sera désormais plus nécessaire de passer par la case hospitalisation pour avoir accès à la pilule abortive. Le passage en ambulatoire suffira. Effectivement, il n'y a aucune objection médicale à cela à partir du moment où la personne est bien accompagnée. C'est donc un progrès pour l'accès à l'IVG. Ensuite, je voulais vous parler du congé menstruel, un congé que l'on peut poser quand on a ses règles. C'est un sujet qui fait débat puisqu'il peut être vu comme une nécessité pour les personnes menstruées, mais aussi comme un instrument supplémentaire qui créerait des discriminations à l'embauche pour les personnes qui y auraient recours. Eh bien, en Inde, l'entreprise Zomato, qui emploie environ 5000 personnes, a décidé de franchir le pas malgré le débat, en permettant aux femmes et aux personnes trans de prendre jusqu'à 10 jours off par an pour prendre soin d'elles lorsque leurs menstruations deviennent trop handicapantes. Dans un pays où les règles sont un véritable tabou, et pour les personnes qui pourraient en bénéficier, demander à quelqu'un qui a l'endométriose si c'est cool d'aller travailler ce jour-là, il me semble que cette info avait sa place dans les bonnes nouvelles. En Californie maintenant. Jusqu'ici, les personnes trans n'étaient pas incarcérées dans des prisons qui correspondaient à leur genre, mais bien dans des prisons qui correspondaient à leur assignation de naissance. Ce qui signifie qu'une femme trans, par exemple, était incarcérée dans une prison pour hommes. Évidemment, cela exposait les détenus, et en particulier les femmes trans et racisées, à un certain nombre de violences. Et c'est d'ailleurs ce qui avait motivé le sénateur Scott Wiener à travailler sur le sujet. Avec la loi qu'il a déposée fin août et qui vient d'être promulguée, les personnes trans, non-binaires ou intersexes pourront désormais choisir ce qui leur convient le mieux. Retour en France et plus exactement à Rennes. À la rentrée, les élèves des écoles Hill et Champion de Cissé ont pu découvrir des nouvelles cours de récré, qui sont plus adaptées au changement climatique et aussi plus favorables à l'égalité filles-garçons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que traditionnellement, on a au milieu des cours de récré un grand terrain de foot sur lequel jouent les garçons et les filles sont reléguées sur les marges. Doucement, sans le dire, c'est dès cet âge-là qu'elles apprennent à ne pas marcher sur les plates-bandes des garçons, tandis qu'eux n'apprennent pas à partager leur espace. La géographe du genre Edith Maruéjou estime qu'il faut cesser de prescrire l'usage des espaces, ou les prescrire différemment, et donc réorganiser les cours de récré. C'est ce qui s'est passé dans ces écoles à Rennes cet été, où les enfants disposent désormais de jeux au sol, de tables de ping-pong et d'échecs, et de plus d'espaces végétalisés. Je vous encourage vraiment à regarder les sources que je mets en description sur ce sujet, c'est passionnant. On continue au Mexique, où le 4 septembre, des collectifs comme Ni Una Menos et le Bloque Negro sont venus rejoindre Marcela Aleman et Silvia Castillo, qui manifestaient devant la Commission nationale des droits de l'homme pour demander justice pour leurs enfants tués ou disparus. Elles réclamaient la fin des violences machistes dans leur pays. Devant l'absence de réaction du pouvoir, elles ont décidé de prendre possession du lieu. Des femmes, souvent précaires et racisées, victimes ou mères de victimes, ont entamé une occupation de la commission. C'est une occupation qu'elles veulent durable. Elles investissent l'espace pour se faire entendre, mais aussi pour y vivre, faute d'autres solutions pour de nombreuses d'entre elles. Cette mobilisation s'est ensuite étendue à de nombreux autres lieux dans le pays. Il s'agit évidemment d'un sujet grave. Par exemple, 3800 femmes ont été assassinées au Mexique en 2019 et c'est seulement la pointe de l'iceberg. Mais le courage de ces femmes et leur détermination méritent d'être célébrés et donnés en exemple. C'est pourquoi je trouvais ça important de vous en parler, d'autant plus qu'il faut faire savoir qu'on regarde et qu'on les soutient pour éviter qu'elles ne soient victimes d'une répression très violente. Retour en France où jusqu'ici le congé deuxième parent était limité à 14 jours. 14 jours, c'est peu, vraiment très peu, et ça ne permettait pas vraiment ni à la mère qui a besoin de repos, ni à l'enfant d'évoluer dans les meilleures conditions possibles au cours des premières semaines. En plus de cela, ça créait une inégalité dès le départ entre les deux parents, puisque celui qui ne peut poser que 2 semaines, et encore sans que ce soit obligatoire, ne s'investit pas de la même manière par la suite. Sans compter le risque maternité que cela fait peser sur toutes les femmes, qui sont plus discriminées à l'embauche parce qu'elles sont plus susceptibles d'avoir recours au congé maternité. Bon, et bien ces conditions devraient légèrement s'améliorer d'ici juillet 2021, puisque l'Elysée a annoncé que ce congé passerait de 14 à 28 jours. Je dis légèrement parce que ce qui était recommandé par le rapport sur les 1000 premiers jours de l'enfant, c'était 9 semaines de congé deuxième parent, pas 4. Et en plus de ça, seulement 7 jours sur les 28 seront obligatoires.
Je laisse la parole à Gabrielle du collectif pour une parentalité féministe pour qu'elle nous explique son point de vue. C'est un petit pas qui va dans le bon sens de l'histoire, mais c'est une réforme qui est largement insuffisante. C'est pas en une semaine que le risque de maternité va être substitué par un vrai risque de coparentalité. C'est pas non plus en un mois qu'on va venir rééquilibrer les tâches domestiques au sein du foyer. Un autre élément qui a été occulté, c'est l'enjeu sanitaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 13% des femmes, à la suite d'un accouchement, vont vivre une dépression postpartum. En une semaine ou un mois, la femme reste très fatiguée et épuisée, et c'est pas en un mois qu'on va construire un vrai rempart contre cette solitude et ce risque périnatal. Voilà, ici on célèbre les petites avancées, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas critique quand ça aurait pu en être de grosses. Au Botswana maintenant, jusqu'à il y a peu, les femmes mariées ne pouvaient pas revendiquer de terre en leur nom propre si leur mari en possédait déjà. Cette situation conduisait des milliers de femmes à travailler et à tirer des revenus essentiels à leur subsistance de terres sur lesquelles elles n'avaient aucun droit légaux. Cela les exposait à un certain nombre de risques, par exemple en cas de divorce ou de décès de leur mari, sans compter la perte d'autonomie. Cette inégalité va désormais prendre fin puisqu'il a été annoncé que les femmes mariées pourront désormais prétendre à des terres comme tout le monde. Direction le Danemark maintenant. Il fait partie de ces pays nordiques dont on a une vision assez idéalisée en matière d'égalité homme-femme. Et pour cause, dans le classement des meilleurs pays dans lesquels être une femme, le Danemark arrive à la première position. Et Pourtant, début septembre, Sophie Linde, présentatrice phare de l'émission X Factor, a mis un grand coup de pied dans le mythe. Alors qu'elle était maîtresse de cérémonie des Zulu Awards, qui récompensent les performances TV et artistiques, elle a témoigné de tout le sexisme qu'elle avait subi pendant sa carrière. Mépris, inégalité salariale, harcèlement sexuel. Elle a d'ailleurs dénoncé un homme, sans en donner le nom, en racontant que pendant un événement à Noël, une star de la télé est venue vers elle, l'a attrapée par le bras et lui a dit que si elle ne lui faisait pas une fellation, il ruinerait sa carrière. Je vous vois venir, vous allez dire Esther, on n'est pas censé être dans les bonnes nouvelles du féminisme ici ? Si, bien sûr, mais ce dont je vous parle ici, c'est une bonne nouvelle, puisqu'en fait cette prise de parole a permis à des milliers d'autres femmes de faire de même, et donc de casser un peu cette illusion qui était un peu trop parfaite pour être honnête. On ne peut pas agir contre le sexisme tant qu'on ne reconnaît pas qu'il y a du sexisme. Il faut faire ce premier pas, et c'est ce que Sophie Linde a permis. Un tour côté sport ensuite, et notamment du côté de la Confédération de football brésilienne qui a fait plusieurs progrès dernièrement. Premier pas, 2 femmes ont été nommées à des postes importants au sein de la Confédération. Duda Luizelli à la coordination des sélections féminines et Aline Pellegrino à la coordination des compétitions féminines. Et deuxième pas, pas moins important, la Confédération a aussi annoncé que les joueuses de l'équipe nationale recevraient la même rémunération que leurs homologues masculins dans le cadre des préparations et des matchs internationaux. Bonus, l'Angleterre a suivi et ce sont donc désormais 6 pays qui ont officialisé cette égalité de rémunération. Et puisqu'on est en Angleterre, on va y rester. Depuis septembre, tous les lycées doivent fournir une éducation sexuelle, affective et relationnelle qui soit inclusive. Cela signifie que les problématiques des élèves LGBT devront être abordées de manière transversale dans ces cours. Il faut également porter une attention particulière à tout ce qui a trait à l'avortement, au consentement et aux violences domestiques. Plus globalement, le gouvernement précise dans le document qui a été transmis au lycée que les écoles doivent s'attaquer aux problèmes liés au sexisme ordinaire, à la misogynie, à l'homophobie ou encore aux stéréotypes de genre, et prendre des mesures pour construire une culture où ces choses ne sont pas tolérées. Finalement, je vais peut-être envoyer un mémo au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. On veut une éducation sexuelle inclusive, Jean-Mi, pas des règlements qui interdisent les crop tops. Voilà pour cette session bonne nouvelle, j'espère que ça aura rattrapé un peu le retard du mois d'août et que ça aura mis une petite couche de confiture de réconfort sur votre tartine du somme. Je ne sais pas d'où me vient cette métaphore. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici, et puisque vous êtes là, j'ai une annonce à vous faire, c'était dans le titre. J'avais créé une page Tipeee dès le lancement de ma chaîne YouTube, mais il se trouve que je n'en ai jamais vraiment pris soin, ni fait la promo, peut-être parce que syndrome de l'impostrice, j'imagine, je ne sais pas. Mais j'ai décidé de supprimer cette page pour en créer une nouvelle sur Patreon, où vous pouvez me soutenir à partir de 1 € par mois pour tout ce que je fais ici, mais aussi sur Instagram et en podcast. Si vous avez des questions sur ce mode de financement, vous pouvez les poser en commentaire ou même sur Instagram où j'ai déjà commencé à répondre à certaines d'entre elles. Merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire part de leurs bonnes nouvelles du féminisme aussi. On se retrouve ici très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.